Guillaume Boudreau avec Groupe Consultant Le Portage, une firme experte conseil en projets structurants et en projets entrepreneuriaux. J'aurai le plaisir d'être votre hôte pour cette saison de balado. Steve Johnston, entrepreneur en série. J'ai fondé une firme d'optimisation numérique pour les autres entrepreneurs pour les aider. Je suis actif sur les réseaux sociaux avec une infolette, YouTube et autres, et j'optimise l'entreprise depuis une dizaine d'années. Et je participais à ce podcast avec mes collègues et très heureux de le faire. Michael Charette, avocat en immigration d'affaires depuis plus de 20 ans, président de Well-Funded Enterprise, un courtier en revente d'entreprises. On a un portfolio d'entreprises pour la revente et puis on fait du conseil au niveau du reprenariat au Québec et à travers le monde. Bonjour, bienvenue au 6e épisode de notre balado, en compagnie de Michael et de Steve. Aujourd'hui, on démystifie un peu le volet immigration, le volet financement aussi de reprenariat. Michael, quelles sont les sources de financement disponibles? Comment un repreneur va financer la transaction? Il y a plusieurs outils qui sont offerts aux repreneurs pour financer leur opération. Ça peut souvent avoir de l'air gros d'acheter une nouvelle entreprise, surtout quand on arrive dans une nouvelle culture, etc. Ou même pour des entrepreneurs québécois qui veulent acheter de façon verticale des fournisseurs ou des clients. D'une part, il y a des outils gouvernementaux. On le sait, au niveau du Québec, le gouvernement est très présent et a créé différents outils, comme par exemple Investissement Québec, la BDC, qui est au rendez-vous au niveau du financement de reprise. Il y a des subventions qui existent pour payer certains frais dans la transaction aussi. Puis évidemment, les banques traditionnelles québécoises, qui sont Banque nationale et Desjardins, et les grandes banques, qui vont, à partir de certains ratios, financer une transaction. Évidemment, l'histoire qu'on vit, nous, chez Well-Funded, c'est que les nouveaux immigrants n'ont pas nécessairement d'historique de crédit. Donc, ils ne peuvent pas, par exemple, mettre en garantie leur maison, comme un repreneur québécois pourrait faire de façon traditionnelle. Donc, nous, chez Well-Funded, l'outil qu'on a développé, c'est de dire, on va vous accompagner dans votre plan pour financer vos opérations pendant 3, 6, 12 mois, afin de vous donner le temps de rentrer dans la machine gouvernementale, dans la machine bancaire québécoise, canadienne, puis d'arriver au niveau pour vraiment être capable de faire des choses. Puis je vais me transposer dans mon ancienne vie de moi, immigrant à l'étranger. J'ai vécu près de 20 ans en Chine, où est-ce que j'ai vu des entrepreneurs québécois être sur le territoire chinois, puis avoir accès à zéro financement. Donc l'entreprise était dans le domaine de la construction de patinoires. Au Québec, on bâtit une patinoire, c'est financé à 75-80% par les banques de façon traditionnelle. En Chine, il n'y a pas de financement. Donc, il était toujours dans un mode de financement secondaire ou tertiaire avec des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. C'est la nature du financement. Donc, chez Well-Funded, on a un peu importé ce modèle-là. On se présente comme un acteur du financement secondaire pour dire, on va vous donner le tremplin, la passerelle pour vous rendre au financement plus traditionnel à des taux d'intérêt plus bas, mais on va être au rendez-vous pour pouvoir aider ça. Donc ça, c'est un autre outil qu'on offre aux nouveaux repreneurs étrangers. Mais ce qui est très important de rappeler, c'est qu'un des financiers numéro 1 du reprenariat au Québec, puis je pense que ce trend-là va se développer sur le futur, ce sont les vendeurs. Le plus intéressant pour un acheteur, c'est de se financer de son vendeur. De dire, moi, j'aimerais que le prix de vente soit payable sur une certaine période de temps. Quels sont les avantages pour le vendeur de financer son repreneur? C'est de vendre plus vite. Potentiellement, de faire doublement plus d'argent. Mm-hmm. C'est une valeur naturelle de dire, moi, je veux 5 millions de dollars pour mon entreprise, je veux 1 million de dollars pour mon entreprise. Si on le finance, on va aller chercher 5 à 10%, à 15% additionnel, simplement en ayant été patient.
Le financement devient une forme de patience, finalement, pour celui qui sait bien gérer ses fonds. Donc, c'est un levier qui peut être utilisé par les vendeurs et par les acheteurs pour s'assurer d'avoir une déclaration complète de la situation de l'entreprise. Steve, en ce qui concerne le financement, est-ce qu'il y a des stratégies numériques? Est-ce qu'il y a des outils numériques? Est-ce qu'il y a des plans numériques qui peuvent contribuer à être plus facilement finançables? Ben, j'irais avec, pour l'avoir vécu quelques fois de mon côté, c'est qu'au niveau financement, quand tu parles de l'argent qui rentre, de l'argent qui est injecté, ils veulent avoir un retour sur l'investissement, le fameux ROI. Et naturellement, pour avoir un retour sur l'investissement, il faut optimiser les choses. Il faut être efficient en général. Donc, on met toujours à l'optimisation. L'argent va pas simplement dans les poches des vendeurs ou dans ceux qui ont les actionnaires. Et l'argent reste beaucoup pour propulser l'organisation plus loin. Puis la façon de le faire, ben, c'est par la croissance. Puis qu'est-ce qui supporte la croissance? Il y a beaucoup de choses, dont l'optimisation en général. Faire plus avec moins, le fameux adage aussi par rapport à comment croître. Mais naturellement, la technologie peut vraiment aider à supporter cette croissance-là à différents niveaux. Au niveau de chercher le financement, c'est de façon indirecte, je dirais, puis je laisserai Michael ajouter là-dessus, mais de façon indirecte, la technologie qui est déjà en place, qui est déjà là, apporte l'intelligence d'affaires, apporte les connaissances, a les données, et naturellement, tu peux voir ce qui se passe de façon transparente avec des bons tableaux de bord. Et de là, le financement va être facilité. Donc, est-ce qu'il y a une valeur mise là-dessus? Oui, on en a parlé, je pense, à l'épisode 1, au niveau de l'intangible. Mais ça a un impact indirect, mais quand même assez important. Michael, parlons un peu d'immigration quand même. Ton expertise, ta spécialité, en fait, là où tu as passé le plus de temps de ta carrière, le ministère d'Immigration, de Francisation et d'Intégration du Québec, le MIFI, a lancé en 2024 un programme qui s'appelle Programme des immigrants entrepreneurs. Peux-tu nous décrire un peu ce programme-là, puis surtout, pourquoi il existe, puis c'est quoi son objectif? Oui. Évidemment, il y a 3 volets au programme immigrants entrepreneurs. D'une part, la création d'entreprises technologiques, qui est le volet 1, avec un accompagnement d'entreprises technologiques, la création d'une entreprise réelle dans des industries variées, et puis le reprenariat. Nous, chez Well-Funded, on a décidé de se spécialiser dans le reprenariat, le volet 3 de ce programme-là. Et puis, le programme est assez simple. C'est d'acheter une entreprise qui existe depuis plus de 5 ans, qui a une historique, et puis d'investir 150 000 $ dans l'acquisition de cette entreprise-là, avec un plan de développement et d'optimisation de l'entreprise, qui, nous, on va développer avec l'aide d'experts comme Steve, d'experts comme chez Portage, qui vont vraiment optimiser les opérations actuelles pour en faire une entreprise plus viable. Mais je veux prendre le temps de revenir sur le financement parce que si on parle d'immigration, dans le programme Immigrants Entrepreneurs, un des critères fondamentaux du programme, c'est que l'immigrant entrepreneur, dans le volet 2 et 3, doit avoir un minimum d'actifs nets de 600 000 $. Moi, j'aurais voulu voir des actifs nets de 2 millions. Qu'on attire vraiment des gens à haute capacité d'investissement. Mais bon, le programme, le règlement a vu plus petit que je le souhaiterais. Et on met ça à 600 000 $. Ce qui veut dire que ces gens-là, quand ils vont arriver au Québec, arrivent avec leur petit pot d'or, comme j'appelle. Donc, ces gens-là vont avoir vendu leur entreprise, vont avoir vendu leur maison, vont arriver avec une certaine richesse. Puis, il faut se le dire, là, partir d'un pays, traverser les océans pour venir s'installer dans une nouvelle culture, ça coûte cher. Ça va prendre des ressources, puis ça va créer de l'investissement. Ce qui est encore plus important, c'est que pour le vendeur, pour les vendeurs québécois qui veulent vendre, qui vont avoir à attendre pour l'acceptation de la BDC, que Desjardins disent oui. Dans la majorité des cas, le repreneur étranger va arriver dans une transaction cash. On le sait tous, quand on vend une maison, on revient aux analogies du début. Quand on vend une maison, puis qu'on fait une offre d'achat, puis qu'on dit que ça va être une transaction comptant, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre pour la condition du financement. On n'a pas besoin d'attendre pour la banque. Donc, il y a un avantage à avoir un repreneur étranger qui arrive avec les fonds disponibles pour le rachat.
Puis ça, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup dans plusieurs transactions. Les gens arrivent avec leur petit pot d'or, ils veulent acheter une entreprise pour se créer un emploi. Parce qu'ils étaient déjà actifs chez eux. Par la définition du programme immigrant entrepreneur, ils ont besoin de 2 ans d'expérience dans une entreprise. Ils ont besoin de 600 000 $ canadiens. L'investissement minimum est 150 000. Ils pourraient en acheter 3 des entreprises qu'ils ont besoin d'acheter pour pouvoir s'installer. De par la définition du règlement. Donc, c'est pour ça que je dis aux vendeurs, intéressez-vous aux nouveaux entrepreneurs immigrants parce que c'est des gens qui vont avoir des transactions plus faciles pour vous. Peut-être qu'ils ne seront pas si exigeants que l'entrepreneur québécois qui t'achète, qui va dire « Ouais, moi, je veux 25% du prix d'achat. » Non, ils vont vouloir faire leur investissement minimal dès le départ. Donc, ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Je pense que c'est quelque chose à ne pas minimiser. Très bien. Steve, on parle de post-reprenariat, donc tout ce qui se passe après. On n'arrête pas de parler d'optimisation. Évidemment, on veut rapporter du numérique, des technologies, des outils là-dedans pour automatiser. Est-ce qu'il y a des éléments, est-ce qu'il y a des dépenses assez importantes qui sont à prévoir et comment on les finance, ces dépenses-là? Est-ce qu'il y en a qui sont plus faciles à financer que d'autres? Bien, le gouvernement, le gouvernement provincial et fédéral ont beaucoup de programmes en place. Je dirais même que quand tu regardes la liste des programmes fédéraux, c'est dur de s'y retrouver, pour être honnête. Au point de vue Investissement Québec, au niveau, ils ont BDC aussi. Il y a beaucoup de programmes qui supportent l'innovation. Le problème, c'est de trouver le bon. Je l'avoue, c'est le défi, c'est de trouver le bon. Il y en a des plus simples, comme la BDC. Si tu démontres que tu veux faire un projet de l'innovation, même au niveau marketing, tu as jusqu'à 100 000 $ tu peux avoir avec la BDC. Tu mets le prêt en garantie personnelle, par contre, mais tu peux accéder à cet argent-là assez rapidement pour ton organisation. Puis, Investissement Québec ont des beaux programmes si tu veux acheter de l'équipement. On parle du manufacturier. Tu vas acheter de nouvel équipement pour innover, tout ça. Fait qu'on est moins on est dans l'innovation, on est moins dans l'optimisation. C'est plutôt l'augmentation de productivité qui intéresse Investissement Québec. Mais le côté consultatif autour. Au niveau de Québec aussi, je les nommé pas tous, puis je les connais pas tous, c'est évident. Mais au niveau de Emploi Québec, je faisais allusion à la formation comme étant importante. Bien, dans l'accompagnement que Portage fait, que STEMJ, Optimisation numérique, fait, bien, les programmes d'Emploi Québec pour transférer les connaissances vers le client sont très utiles. Donc, le côté technologique valorisé par les gouvernements, le côté formation qui est contre ça. Donc, former, transférer d'une expertise vers les entreprises avec un programme d'Emploi Québec, bien, c'est très bien supporté aussi. C'est pas tout qui est éligible, mais c'est une façon assez simple, assez rapide pour le faire, sans entrer dans les détails. C'est le client qui s'en occupe avec la proposition de la firme de consultation en optimisation numérique. Michael, les banques sont un investisseur hyper important dans une transaction comme celle-là. Oui. Qu'est-ce qui les rassure? Très important. Puis souvent, avant même qu'on ait fait la transaction, on va devoir rassurer les banques que le repreneur va être capable de donner des garanties personnelles. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qu'on achète qui ont soit de l'immobilier avec des garanties personnelles des vendeurs. Donc, cette transition-là va impliquer que les banques canadiennes vont jouer. Donc, d'avoir un partenaire local, comme par exemple Well-Funded ou Portage, qui a la capacité d'aller voir les banques et de discuter avec eux, va aider un repreneur étranger ou même local d'avoir le bon langage. Moi, je dis souvent, puis ça, c'est international, là, parler avec des banquiers, c'est un langage en soi. Donc, il faut développer cette capacité-là de discuter avec les banquiers pour dire, nous, on va être au rendez-vous, on va s'assurer que la dette continue d'être payée, puis est-ce qu'on pourrait pas, par rapport à notre plan de développement, notre investissement initial, collaborer pour aller chercher un prêt additionnel pour faire augmenter la productivité de l'entreprise. Donc, de faire augmenter la crédibilité est extrêmement importante. On va devoir parler le langage des banquiers. Qu'est-ce qui est la règle numéro 1 quand tu parles à ton banquier puis tu veux demander pour du financement? Il montrer que tu n'as pas besoin de financement. C'est la règle numéro 1. Il n'y a pas de financement qui s'acquiert en disant « j'ai besoin d'argent ». Le financement va être facile à aller chercher si on est capable de démontrer qu'on a un plan solide, qu'on est entouré des bonnes personnes, qu'on a l'accompagnement réel pour créer l'optimisation, augmenter la productivité, puis faire la transformation numérique qu'on veut faire. Donc, 3 éléments clés que les banquiers
où les investisseurs vont vouloir entendre parler. Donc, on va être au rendez-vous pour ça. Steve, je suis certain que tu peux rebondir là-dessus. Ben, tu sais, on parle d'accompagnement well-funded, on parle d'accompagnement portage, l'accompagnement avec l'optimisation numérique, puis tu parlais tantôt de langage. Dans mon cas, le positionnement, c'est qu'en tant qu'entrepreneur qui aide les entrepreneurs, ben, je parle le langage business. Puis le côté technologique, ben, je parle le côté technologique, puis je fais souvent le pont entre les deux. Tu sais. Michael parle de faire le pont entre beaucoup de choses, dont les banquiers, mais aussi le côté international, que well-funded est connecté depuis près de 30 ans. Dans mon cas, le langage est vraiment à ce niveau-là. Puis naturellement, ben, je peux parler côté avocat, je peux parler au due diligence parce que j'ai vendu des entreprises, j'ai levé de l'argent pour faire du financement. Donc, tous ces aspects-là d'entrepreneur apportent beaucoup aux autres entrepreneurs. Je préfère dire ça que parce que je suis arrivé dans la consultation pour aider les entrepreneurs, puis je suis encore là pour aider les entrepreneurs et je ne fais pas que ça. Mais j'ai vraiment accroché sur le fait que la traduction entre, des fois, c'est les langues, mais les langages techniques associés à chaque rôle, c'est important dans ce qu'on fait au niveau accompagnement pour bien aider nos clients. Donc, le repreneur qui est bien entouré, bien accompagné, qui s'entoure des bonnes personnes, réussit effectivement à mieux naviguer dans cet écosystème qui est nouveau. Ouais, qui est nouveau et qui ne l'est pas. Parce que beaucoup de notre expérience nous démontre que le repreneur immigrant va avoir un réseau familial déjà en place. Beaucoup des outils de financement dans les pays comme par exemple le Maroc, l'Algérie, la Chine, le Vietnam, va être basé sur le réseau familial, le réseau de contacts. On parlait beaucoup de confiance depuis longtemps. Cette confiance-là est établie à travers des réseaux qu'on va voir se transférer au niveau du financement d'entreprise puis du rachat. J'ai vu 2 dossiers où est-ce que c'était le frère qui était déjà établi au Québec, qui avait invité son frère ou son cousin à venir, puis il dit « Moi, je vais te financer quand tu vas arriver. Je vais utiliser ma maison pour mettre en garantie, pour t'aider à partir en affaires, etc. » Donc ça, on voit ça beaucoup dans la communauté immigrante, puis ça se voit, ça se transfère au niveau du reprenariat. J'ai le goût de lancer la perspective un peu à l'envers aussi. On dit comment est-ce que le repreneur va se financer. Il y a quelque chose qu'on a mentionné tantôt aussi, le fait que le repreneur immigrant, dans plusieurs cas, va choisir d'acheter l'entreprise comptant. Ouais. Donc, pas de financement. Peux-tu nous mettre un peu la perspective du vendeur là-dedans? Comment va réagir le vendeur par rapport à tout ça? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour lui? Évidemment. Je le répète, c'est une très bonne nouvelle pour le vendeur parce qu'il n'y a pas de garantie. Donc, pour lui, il peut passer à la retraite au jour 1. Donc, pour un vendeur rendu à un certain niveau dans sa vie, qui s'est peut-être pas nécessairement bien préparé, mais c'est une opportunité d'avoir un repreneur étranger qui va arriver dans une transaction comptant et puis qui ne demandera pas de garantie de sa part. Ça permet une retraite vers la Floride beaucoup plus rapide. Vive la Floride, vive la retraite. Mais en fait, la Floride, bon, à chacun sa destination de retraite. Pour nous, destination, prochain épisode. Merci à tout le monde d'avoir été attentif et à l'écoute. Michael, Steve, merci beaucoup. Merci Guillaume. Merci. Merci Steve.